gamification en entreprise, c'est un montant de plus de 30 milliards de dollars par an, avec une progression et une croissance de plus de 30% par an. On mélange en fait le côté évaluatif avec le côté communicationnel, c'est beau, c'est attirant, c'est le shiny object et c'est trop cool et c'est disruptif, mais en vrai, la validité derrière, comme je le disais, on ne le mesure pas forcément très bien. Ça, c'est un point qui est intéressant par rapport à la gamification, l'immersion. L'immersion qu'on ne va pas retrouver dans des tests classiques, traditionnels, comme des questionnaires psychométriques ou des entretiens. Donc on choisit volontairement de s'éloigner de ces modèles, parce que notamment, c'est des modèles qui sont plutôt biaisés. Il ne serait pas un peu naïf de croire qu'on peut évaluer les soft skills simplement en faisant passer des questionnaires, donc simplement en fait sur la base du déclaratif. Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode Clash. Et sur cet épisode Clash, on va parler d'un sujet ultra tendance. On va parler de la gamification pour l'évaluation des soft skills. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir deux superbes invités. Le premier, Maxime Boutrouille, PhD Ergonomics and Work Psychology. C'est pas mal, ça fait stylé, ça fait classe. On peut le dire en français. Psychologie du travail et ergonomie du coup. En gros, directeur scientifique chez Yuzu. Et à ma droite, Arnaud Douane, ex-RH, expert en EVP, notamment chez Atwork. Salut Arnaud, comment ça va? Salut, ça va très bien, ravi d'être là. T'es prêt? Ouais, moi ouais, Maxime je sais pas, moi ouais. Putain, je veux du sang, je veux du sang. Mais avant d'avoir du sang et avant de vous laisser la parole pour vos plaidoiries, je vais remettre un petit peu de contexte. La gamification, c'est l'intégration des éléments ludiques dans des contextes non ludiques. C'est un sujet qui a émergé au début des années 2000. Initialement utilisé dans le secteur de l'éducation, c'est rapidement étendu au monde de l'entreprise pour améliorer l'engagement et le développement des compétences des employés. Les cas pionniers, c'est notamment Nike et Deloitte qui ont été parmi les premiers à adopter la gamification pour la formation et l'évaluation. Si on prend des sujets un petit peu internationaux et donc des chiffres internationaux, la gamification en entreprise, c'est un montant de plus de 30 milliards de dollars par an avec une progression, une croissance de plus de 30% par an. On n'a pas ces chiffres statistiques, enfin on n'a pas ces chiffres de marché pour la France, mais par contre, on sait qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises qui adoptent la gamification, notamment par exemple la SNCF pour former leurs conducteurs. Et sinon, à l'international, on sait qu'il y a des programmes comme le Deloitte Leadership Academy ou le programme SAP qui est le SAP Community Network. Donc la gamification, l'évaluation des soft skills par la gamification, c'est un sujet qui est vraiment tendance, qui prend de plus en plus de place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir mes deux invités pour qu'on puisse essayer un petit peu d'aller creuser sur le côté pour et le côté contre, pour qu'on puisse se faire une idée un petit peu plus précise de l'intérêt ou non, justement, de la gamification pour l'évaluation des soft skills, de la gamification en entreprise. Et donc, on va passer aux plaidoiries. Et pour commencer, hop, on a tiré la pièce. Non, ils se sont dit, hop, on y va, tu vas. C'est Maxime qui va commencer. Donc, Maxime, je vais te laisser la parole. Tu vas avoir 2-3 minutes pour présenter ton point de vue sur, bien évidemment, le contre. Non, pardon, le pour. Bien évidemment, le pour. Et une fois que tu auras fini ta plaidoirie, ce sera au tour d'Arnaud de pouvoir aller sur le contre. Et après, on débat du sujet. Vous êtes prêts, messieurs? Totalement. Maxime, à toi l'honneur. Déjà, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, effectivement, je présentais plutôt l'aspect pour de la gamification. On me demande assez souvent si la gamification, ça permet déjà d'évaluer les soft skills de façon fiable et valide. Et souvent, je réponds oui. Oui, pour plusieurs raisons. Alors, je vais prendre l'exemple de Yuzu. Alors, la gamification, bien sûr, ça peut prendre plusieurs formes. Chez Yuzu, nous, on fait le choix d'une mise en situation par l'immersion. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui commercialise un jeu vidéo qui évalue les soft skills, les comportements humains. Et donc la mise en situation, ça permet quelque chose d'assez incroyable, c'est que ça nous permet de déployer une espèce de grille de lecture comportementale des êtres humains. Donc c'est-à-dire que chaque talent va passer l'évaluation, il va être mis dans un cadre qui est décontextualisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre d'entreprise, on est le ou la capitaine d'une station spatiale, donc ce qui fait qu'on a plus facilement tendance à s'immerger dans un contexte et à rentrer dans l'action. Et nous, c'est ces actions-là, ensuite, qu'on va regarder, qu'on va évaluer. Donc ça peut être des temps de réaction, ça peut être des décisions, ça peut être du temps de planification, des erreurs, qu'elles soient persévératrices ou non. Et à la fin, on va restituer à la personne RH un certain nombre de soft skills, comme la planification, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la gestion du temps, etc. Et bien sûr, tout ça est soumis à une validation scientifique dont je suis le garant en tant que directeur scientifique. Donc ça, c'est un point qui est intéressant par rapport à la gamification, l'immersion. L'immersion qu'on ne va pas retrouver dans des tests classiques, traditionnels, comme des questionnaires psychométriques ou des entretiens. Donc on choisit volontairement de s'éloigner de ces modèles, parce que notamment, c'est des modèles qui sont plutôt biaisés. Parce que est-ce que
il serait pas un peu naïf de croire qu'on peut évaluer les soft skills simplement en faisant passer des questionnaires, donc simplement en fait sur la base du déclaratif, alors que c'est soumis à de très nombreux biais. Le biais du recruteur aussi, lors d'un entretien, il y en a. Et puis il y a le biais bien sûr du candidat, qui est le biais de désirabilité sociale. Quand on répond à un questionnaire, on a même des effets comme des effets de halo, etc. Bon bref, je les passe rapidement dessus. Ces biais-là qu'on ne retrouve pas finalement dans des contextes gamifiés. La gamification, alors c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature scientifique. Petit argument d'autorité, j'avais promis que j'en ferais pas, mais un petit quand même. Ça améliore l'engagement. Ça améliore l'engagement, ça améliore le plaisir et surtout, ça permet de réduire le stress. Et un candidat qui est pas stressé ou moins stressé, eh ben, ça permet de finalement évaluer ses compétences de façon plus fiable. Et puis, encore une fois, on n'est pas dans « êtes-vous un bon communicant ? Êtes-vous un bon manager ? Avez-vous du leadership ?» Non, nous, on va aller le chercher, on va aller le vérifier directement sur le terrain. Et enfin, un dernier argument, c'est que ça permet de réduire les inégalités hommes-femmes, notamment en termes de performance. C'est ce que, en tout cas, on peut constater. Ça réduit les biais, je l'ai dit. Donc, en définitive, de mon côté, la gamification, c'est un outil qui n'est pas unique, qui n'est pas magique, mais qui est très puissant pour évaluer les soft skills. Et à mon sens, si on évalue les comportements humains sans regarder leur comportement, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Très bonne plaidoirie. Il est fort. Sincèrement, il était limite à drop the mic. Donc, je suis très curieux d'entendre ce que tu as à dire pour répondre à ça dans un premier temps, Arnaud. Et puis, franchement, je suis impatient de voir le débat. On t'écoute, Arnaud. Merci. Félicitations déjà pour cette belle argumentation, mais français, cela fait beaucoup trop d'années qu'on vous ment sur la gamification pour l'évaluation des soft skills. Tu l'as dit en intro, moi je suis un ancien RH et pendant 10 ans, j'ai quasiment refusé tout ce qu'on me vendait, non pas parce que j'avais pas d'argent, ça c'est une demi-vérité, mais surtout parce que on n'a jamais réussi à me prouver l'efficacité des solutions qu'on me proposait. Et pour préparer ce clash, je suis allé voir s'il fallait que j'actualise un tout petit peu mes connaissances, parce que après 10 ans de RH, ça fait 10 ans de conseil. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tu parlais de validité. En fait, la validité prédictive, si on parle de recrutement par exemple, la validité prédictive de la gamification, des outils gamifiés, elle est beaucoup plus limitée que ce qu'on peut avoir par exemple sur des tests cognitifs, sur des mises en situation professionnelle, sur des cas pratiques. Alors, il y a une méta-analyse que tous les recruteurs et les RH connaissent, qui a été actualisée régulièrement, etc., qui le place, je crois, la gamification, les serious games, etc., je crois que c'est placé en 4e ou à peu près au milieu du classement. Donc déjà, le côté validité prédictive, pour moi, est à prendre un petit peu avec les pincettes. Et la littérature scientifique aujourd'hui qui pourrait exister, elle n'est pas encore portée à la connaissance du grand public ou des acheteurs potentiels. Et à ma connaissance, je peux me tromper, je serais ravi de me tromper, il n'y a pas d'études de grande ampleur qui viennent revaloriser la prédictibilité des compétences évaluées par la gamification. Sujet numéro 1. Sujet numéro 2, plus de fond. En ce qui me concerne, les soft skills, c'est pas quelque chose qu'on peut jouer. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir venir personnifier. C'est des compétences qui ne peuvent s'évaluer qu'à travers un contexte donné. Je vais donner un exemple tout simple. Je suis atterré, on va bien dire que je m'arrache les cheveux, mais je peux pas le faire, sur l'utilisation, par exemple, des escape games pour évaluer des compétences en phase de recrutement. Les gens disent pour le défendre que c'est fantastique, on crée des conditions pour évaluer la solidarité, l'esprit de logique, etc. Ça n'a de validité et de pertinence que si le métier de la personne consistera soit à devoir s'échapper en 1 heure d'une pièce fermée, soit éventuellement à concevoir des escape games ou à les animer. Mais en vrai, ce qu'on verra, les comportements auxquels on assistera sont décorrélés de l'environnement dans lequel ils vont être utilisés et mobilisés par la suite. Donc ce côté serious game, il est ludique, il est très fun, mais il met de côté toute la notion de posture adaptative par rapport à l'environnement dans lequel la soft skill ou la compétence va venir s'exprimer par la suite. Sans même parler du fait qu'un exercice type serious game, jeu vidéo, etc. pourrait déjà potentiellement simplifier l'expression de la compétence et la figer dans un modèle et passer à côté, je disais, ce côté extrêmement adaptable. Pour reprendre les mots, tu parlais de biais cognitifs, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Sophie Zangrou, a fait un bouquin fantastique sur le sujet, et elle dit dedans qu'on ne peut pas simuler l'expression d'une compétence, c'est autre chose que de l'observer en situation réelle. Pour moi, c'est une des limites qui justifierait d'un no-go potentiel sur une gamification à outrance. Argument numéro 2. Argument numéro 3, beaucoup de... en train de dépasser ta plaidoirie, ouais. Attention et garde des arguments pour la suite. Effet gadget, effet vitrine. On mélange en fait le côté évaluatif avec le côté communicationnel. C'est beau, c'est attirant, c'est le shiny object et c'est trop cool et c'est disruptif. Mais en vrai, la validité derrière, comme je le disais, on ne la mesure pas forcément très très bien.
Et puis, il y a un point qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est l'aspect réglementaire aussi, les conformités RGPD. S'il y a de l'IA derrière, s'il y a collecte de données, s'il y a du scoring, il faut qu'on puisse expliquer aux candidats, aux candidates, aux collaborateurs aussi pourquoi, comment. Et la gamification passe nécessairement par un accompagnement humain, par beaucoup de précautions aussi. Voilà. Sur le côté précaution, là, pour le coup, je te rejoins, parce qu'en plus, il y a des études qui montrent que, tu vois, par exemple, il y a une étude qui montre que 41% des employés se sentent frustrés, moins motivés, lorsque l'évaluation gamifiée n'est pas accompagnée de feedback. Donc là, pour le coup, je suis complètement d'accord sur ce point-là. Il faut que ça soit vraiment accompagné. Je ne serais pas toujours d'accord avec toi aujourd'hui, hein, t'inquiète pas. Mais il faut vraiment que ça soit évalué. Mais voilà, là, pour le coup, maintenant, vous avez une zone d'échange. N'hésitez pas à prendre la parole, à vous couper la parole ou quoi au caisse, il n'y a pas de sujet. Pas mal de gadgets apparemment, effet vitrine, le côté aussi de devoir être accompagné. La fiabilité. On va peut-être commencer par l'argument numéro 1. Très belle plaidoirie également. Je suis ravi que tu aies pu exprimer autant d'arguments. Et c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de gros mais finalement dans tout ça. Mais allons-y. La fiabilité, on peut pas trop la généraliser, on peut pas la globaliser. La fiabilité de la gamification, en soi, c'est quoi la gamification ? Il y a autant de gamification que l'imaginaire peut en inventorier. Donc au final, il faudrait se baser plutôt sur des outils bien précis qui sont gamifiés et aller vérifier si, individuellement, ils sont fiables. Par exemple, pour Yuzu, on l'a vérifié et on est fiable, mais très fiable. Donc c'est un score entre la fiabilité c'est un score entre 0 et 1. Plus c'est proche de 0 et moins c'est fiable, plus c'est proche de 1 et plus ça l'est. Généralement, si on est en dessous de 0,5, on va pas trop en parler, si on en parle. Donc ça, effectivement, est-ce que déjà la gamification, c'est pas finalement un environnement, un champ très vaste et pourquoi le résumer finalement à juste un chiffre qui est un chiffre de fiabilité qui finalement peut concerner beaucoup d'éléments. Alors, je vais me permettre parce que dans cette méta-analyse qui sert de référence, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont pratiquées dans le recrutement et dans l'évaluation des compétences aujourd'hui, et on a tendance à privilégier naturellement des systèmes qui sont parmi les moins fiables. L'entretien non structuré, le fait de discuter autour d'un café, etc., du pourquoi, du comment, on peut se dire que c'est en recrutement, mais il y a la nature de la gamification, il y a le champ d'utilisation de la gamification aussi, et ce sont des sujets, je vais être hyper sentencieux, mais ce sont des sujets beaucoup trop sérieux quand on parle de l'accès à l'emploi, quand on parle de l'évolution de carrière, quand on parle du bien-être des collaborateurs. C'est des sujets beaucoup trop sérieux pour aller recourir à des outils. Alors, ravi que Yuzu ait un score de fiabilité interne et un contrôle scientifique, mais je ne pense pas que ce soit le cas de toutes les entreprises aujourd'hui qui proposent. Là, tu vois, tu dis c'est un sujet beaucoup trop sérieux, très bien, mais c'est un sujet beaucoup trop sérieux aussi, et là, je vais dans le sens de Maxime. C'est un sujet beaucoup trop sérieux pour le laisser aux mains de personnes qui ne sont elles-mêmes pas formées et qui vont avoir des biais en fait sur cette utilisation, que potentiellement un outil qui est bien structuré et qui est potentiellement avec une IA qui est bien faite, je sais que tu adores ça, avec une IA qui est bien faite, qui va travailler ça. Parce que là, pour le coup, je ne sais pas si tu es d'accord Maxime, mais il y a un moment donné, c'est un sujet qui est justement trop sérieux. Et l'humain n'est pas forcément toujours prêt à bien le traiter. Tout à fait d'accord avec ça. Alors ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, il y a des bons et des mauvais outils. On peut parler du MBTI par exemple, qui est extrêmement utilisé. Voilà. Je vais prendre feu. On peut parler effectivement de nombreux sujets, de nombreux questionnaires et qui sont extrêmement utilisés dans le milieu RH et dans la pratique, mais qui au final n'ont aucune validité scientifique. Donc moi, ça m'érisse les poils. C'est pour ça que chez Yuzu, on fait tout ce travail justement de validité scientifique, de vérification scientifique. On passe un temps phénoménal à faire des bancs d'essais, de validation, on étalonne toutes nos mesures. On a des populations énormes pour chacune de nos compétences pour vérifier si on évalue bien ce qu'on est censé évaluer, si on a bien mis le paquet sur l'accessibilité, parce qu'il y a un vrai sujet aussi là-dessus, l'accessibilité, la gamification, c'est pas donné à tout le monde. Au fond, nous, ce qu'on constate, c'est que oui, les RH, ils ont besoin aussi d'être formés. Donc on n'envoie pas notre outil comme ça, on l'envoie systématiquement avec une formation. Alors je prends mon cas particulier, effectivement, qui est le cas de Yuzu, mais qui fonctionne très bien. Je suis bien conscient qu'effectivement, tout le monde ne fait pas ça. Alors, intéressant parce qu'il y a la notion d'accessibilité pour les entreprises, les clients finalement, il y a aussi la notion d'accessibilité pour les candidats, les collaborateurs. Et en plus, moi je suis un gamer absolu, je suis beaucoup plus vieux que ce que j'en ai l'air, hein. C'est ce que tu me disais en intro tout à l'heure, merci. Mais en vrai, j'adore le jeu. Mais tout le monde n'est pas égal dans l'accès au jeu, dans la prise en main d'un jeu, d'une situation ludique, etc. Il y a aussi un message qui peut être un petit peu diffus, la perception qu'a le collaborateur d'un événement qui peut être considéré comme fun, mais dont il ne va pas comprendre fondamentalement la portée, encore une fois, les impacts sur son développement professionnel, sa carrière, etc. etc. Et c'est là où je parlais de l'effet un peu vitrine aussi, c'est pas tant dans l'outil que dans l'accompagnement, dans le projet qu'il y a derrière, à quoi est-ce que ça va vraiment servir.
Donc, c'est peut-être pas un sujet directement pour les créateurs de solutions, mais plutôt pour les entreprises qui veulent l'utiliser aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet, c'est à quoi ça va vous servir? Tiens, une question, quand vous êtes en rendez-vous, par exemple, vous rencontrez une entreprise, est-ce que c'est une question que vous posez? Est-ce que c'est un point que vous validez systématiquement, la finalité de l'utilisation? Bien sûr. Nous, c'est important de savoir pourquoi on va utiliser l'outil. Parce qu'un outil, en fait, alors ce qu'on appelle en ergonomie les catachreses, on peut détourner l'usage d'un outil. N'importe quel outil. Un marteau, normalement, c'est fait pour planter un clou, et je peux utiliser aussi le manche de mon tournevis si j'ai pas le marteau à proximité. Donc en fait, je peux détourner l'usage de tous les outils. Et les outils RH, c'est pareil. Je peux en détourner l'usage. Je peux faire en sorte, effectivement, que mon outil d'évaluation de soft skills, il serve à tout sauf ce qu'il est censé servir. Donc nous, ça, effectivement, on vérifie et on valide avec tous les clients. La question de l'accessibilité, c'est important que tu la mentionnes. L'accessibilité, c'est quoi? C'est le fait de se dire, n'importe qui, ou le maximum de personnes en tout cas, peuvent se servir de mon outil. Encore une fois, je reprends le cas de Yuzu. C'est quoi pour nous un jeu qui est accessible, parce qu'on parle quand même d'un jeu vidéo? Un jeu vidéo qui est accessible pour nous, c'est un jeu où on est évalué que sur du clic. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas les déplacements, on n'évalue pas les performances informatiques, on évalue juste ce qu'est capable de faire la personne lorsqu'elle est en train de cliquer. Et s'il y a des différences en fonction des âges, parce qu'on ne clique pas tous à la même rapidité, de la même façon, bien sûr on l'évalue, on le mesure, et donc on le corrèle sur les résultats. Donc nous, cette question de l'accessibilité, on la prend super au sérieux. Encore une fois, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est une responsabilité. Tu me disais que ce n'était pas une responsabilité forcément des concepteurs. Je pense que si. Okay. C'est une responsabilité des concepteurs, et je vais même aller plus loin. Je pense que ça devrait être une obligation des concepteurs de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise notre outil finalement. Alors, j'aime bien l'idée, je suis un fervent défenseur des labels et des labels qualité et des engagements qu'on peut avoir dès lors qu'effectivement on touche à ces sujets-là. Et on a eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de se balader sur un salon avec plein de solutions SIRH et du Serious Game aussi, toute une partie du salon dédiée à l'aspect formation, gestion des compétences, etc. Et il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai discuté avec les concepteurs, les éditeurs et les distributeurs, c'est ce côté... Qu'est-ce que vous évaluez réellement? Les soft skills, super. Et en fait, en faisant des démonstrations et en essayant les outils, on se rend compte que ce qui est le plus souvent évalué, c'est la performance dans le jeu que la soft skill en tant que telle. Donc, je reviens à ce que je disais précédemment. À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Quel est le taux de prédictibilité, l'efficacité par rapport à d'autres méthodes qui sont peut-être moins fun, mais qui permettraient d'avoir de meilleures décisions derrière? Finalement, si on prend la vision globale, ouais, c'est sympa. C'est sympa du point de vue communicationnel, c'est sympa du point de vue engagement des collaborateurs. Et là encore, j'aurais une petite réserve par rapport à ça. Mais mis bout à bout, tous ces éléments-là, on évalue la performance dans le jeu. C'est pas forcément accessible de manière homogène à tout le monde. On n'a pas le même rapport aux jeux vidéo ou aux jeux de manière générale. Et puis, c'est moins fiable malgré tout statistiquement aujourd'hui. Warning. Ouais, et puis surtout, en plus, là pour le coup, moi, il y a aussi un sujet pour étayer ce que dit Arnaud, que je trouve assez énigmatique sur le côté évaluation et gamification des soft skills, c'est que mine de rien, les soft skills vont avoir une dimension et chacun va avoir une manière d'exprimer ses skills de manière différente en fonction de la dimension environnementale dans laquelle il va être au moment M, tu vois. Et on le sait, parce que d'un point de vue neuroscientifique, une personne va s'exprimer différemment en fonction de l'équipe qu'elle aura autour et en fonction de tout ça. Et ça, quelque part, même si tu fais des sciences, même si je vois absolument pas, et peut-être que tu vas y répondre, hein, tu es là pour ça, mais je vois absolument pas comment c'est gamifiable et comment c'est faisable, surtout qu'en gros, un environnement humain, qui est l'environnement de l'entreprise, c'est quelque chose qui est ultra, enfin, pas flexible, mais qui change tout le temps, quoi, qui se module tout le temps. Donc je vois pas comment c'est possible, en fait, de pouvoir gamifier, entre guillemets, pouvoir, réussir à statuer sur un niveau d'acquisition de tel ou tel soft skills. C'est vrai. Pas mieux. Oui, je vais dans ton sens, tu vois. Merci. Je vais pas tout le temps, mais je vais ça de temps fait deux en temps fois, dans ton quand même. sens. 2 fois chez toi, 2 fois chez lui. Remontada. C'est parti. Alors, pour répondre de façon très transparente, les soft skills, certaines sont très mouvantes et d'autres sont plutôt stables. Mais effectivement, on s'accorde sur une chose, c'est que c'est contextuel. Alors, comment on fait pour évaluer quelque chose qui est pas stable dans le temps? Assez simplement, on va proposer le même contexte à tout le monde. Et on voit comment les gens s'expriment dans ce même contexte, et ensuite on les compare entre eux. C'est la seule façon aujourd'hui qu'on a de pouvoir dire on évalue les soft skills contextuellement, parce que le contexte, c'est nous qui le donnons. Il est général, il est standard. Peu importe ce que je fais dans le jeu, j'arrive à la même finalité. Nous, c'est le parti pris qu'on a avec Yuzu, c'est de dire tout le monde est logé à la même enseigne. Et donc, in fine, on standardise nos résultats.
Donc du coup, c'est une évaluation par rapport à d'autres personnes dans un référentiel donné. Dans un référentiel donné, ouais. Ok. Plutôt intéressant. Non, ceci étant, alors, je vais pas, tu vas pas réussir à me faire changer d'avis intégralement. Moi, c'est le côté évaluatif, vraiment. Je pense que c'est relativement clair, c'est ce côté évaluatif qui me gêne dans la gamification. Autant je trouve que sur la montée en compétences, l'apprentissage, le média, jeu vidéo, le jeu en général est un outil absolument fantastique. Vraiment, j'encourage tout le monde à jouer pour apprendre et à mettre du fun dans ce qu'on fait. J'ai un dernier truc sur lequel j'aimerais pouvoir avoir ton avis. C'est une discussion que j'ai eue avec une DRH qui me dit c'est génial, pour le côté shiny object, c'est génial parce que si demain on veut attirer des gens, c'est fantastique, les digital natives, etc., ils vont être hyper sensibles à cet objet-là. Et en fait, si on regarde aujourd'hui les comportements de ces natifs digitaux ou c'est quoi l'autre, c'est digital immigrants, je crois, c'était ce que Prensky avait sorti à l'époque. Les plus gros gamers, les gens comme moi finalement, sont ceux qui seraient potentiellement les moins attirés par le serious game et par la gamification, parce que d'un point de vue technique aussi, on est habitué à des standards aujourd'hui qui sont extraordinaires, des effets waouh, de mise en contexte. Si tu fais un truc IRL, il faut que ce soit un plateau absolument extraordinaire pour le côté immersif. Si c'est jeu vidéo, on s'attend à des trucs qui pètent dans tous les sens, même si dans les jeux indés, il peut y avoir des trucs qui sont hyper cool. Mais en vrai, les gros gamers sur lesquels tu voudrais t'intéresser et que tu veux toucher en disant ils jouent, donc je vais leur proposer un contenu gamifié pour les fidéliser, les engager, etc. En fait, ce sont potentiellement eux qui vont le rejeter le plus possible. Mais est-ce que tu cherches vraiment ces personnes-là ? L'idée, c'est de toucher le maximum de monde possible et de créer le moins de barrières à l'entrée. Nous, on est sur Unreal Engine 5.5, donc la question ne se pose pas. On est sur le tout dernier modèle existant, le moteur graphique de Fortnite, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là-dessus, effectivement, nous, on a envie de toucher le maximum de monde possible. Donc ça veut dire, derrière ça aussi, attirer des non-gamers comme des gamers. Là-dessus, on sait qu'on a des barrières à l'entrée. Ça, c'est clair, c'est évident, tu en as parlé. Oui, il y a des barrières à l'entrée. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que quand on fait tester, qu'on dit voilà, tu peux y aller, tu peux tester, tu peux essayer, tu peux arrêter à tout moment, en fait, les gens, ils se prennent au jeu. On a 90% de taux de complétion. Sur un questionnaire classique, gamifié ou non gamifié, on est à 50 à 60% de taux de complétion. C'est dire quand même, dans un processus de recrutement, passer de 60 à 90%, c'est quand même quelque chose. Alors, je suis pas là pour faire effectivement la publicité du Yuzu, surtout pour parler d'un cas d'usage que je connais bien. Maintenant, je te pose la question, effectivement, Arnaud, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met... je prends l'exemple d'un candidat qui ne sait pas se vendre, mais qui finalement sait très bien exprimer ses soft skills par l'observation, dans le cas d'un jeu gamifié. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit, pendant l'entretien, il ne sait pas s'exprimer, tant pis, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas te vendre. Je vais prendre plutôt quelqu'un qui sait se vendre, quelqu'un qui sait se dire, j'ai un bon leadership, je suis un bon communicant, je suis bien ceci, je suis bien cela, versus quelqu'un de totalement transparent, et qui, quand on l'évalue sur ses soft skills par l'observation, on se rend compte qu'il est capable de bien des choses. Ok. Je suis d'accord avec toi. Ah zut. Oh mon Dieu! Oh là là, le sacrilège! Il est d'accord, il a perdu. Mais non, mais c'est fini. Absolument pas. Mais ça ne se suffit pas à soi. Parce qu'encore une fois, si tu veux observer des choses, alors tu peux effectivement passer par un environnement gamifié, ludifié, tout ce que tu veux. La mise en situation professionnelle, la mise en situation tout court restera le meilleur moyen d'observer les choses. Je prends 30 secondes pour un exemple. Il y a des années en arrière, je recrutais dans le retail des profils vendeurs, futurs directeurs, adjoints directeurs de magasin, directeurs, directrices de magasin. On a décidé de monter une campagne de recrutement pour des apprentis, pour des alternants. Et le critère, c'était des jeunes qui étaient quasiment décrochage scolaire. On voulait, il y avait un coup de portée sociale aussi au truc. Et on a monté avec le directeur de l'école qu'on avait sélectionné, on a monté une espèce de tour de France. On a fait 7 ou 8 dates avec un côté session ouverte. Vient qui veut, ou presque, pas de présélection sur dossier, etc. Voilà. Et un peu d'épreuve académique quand même pour s'assurer qu'il y avait une maîtrise des fondamentaux. Un petit entretien pour voir un peu les motivations pour une reprise d'études, etc., etc. Et une mise en situation. Donc on se baladait avec un display qu'on mettait dans une salle et les gens, on arrivait, on jouait les clients relous finalement à deux et puis on observait les comportements des gens et on savait très bien qu'on ne s'adressait pas à des vendeurs, ils n'étaient pas formés, on voulait juste voir, tester, éprouver s'il y avait ce qu'on pouvait imaginer être le niveau de compétence requis et attendu ou s'il y avait le potentiel pour.
on serait passé, je pense, à côté de la moitié de la promo. Effectivement, si on n'avait pas fait cet exercice-là. Il y a des jeunes qui ont quitté à un moment donné les journées de recrutement parce qu'ils en avaient ras-le-bol, parce que c'était trop académique, etc., parce que c'était trop scolaire pour eux, finalement. Et quand on est repassé, quand on est revenu les rechercher en disant « Attends, tu peux essayer de juste, comment tu m'accueillerais si j'arrivais dans ta boutique en étant vénère ? Viens, 30 secondes. » Voilà. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient ce qu'il fallait. Donc, effectivement, la mise en situation, oui, c'est un outil fantastique. Et là où je vais pas dire oui, mais je pense que là où il peut y avoir effectivement quelque chose à aller chercher, c'est quand on n'a pas le temps de le faire. Quand ça demande trop de logistique, etc., qu'effectivement, là, on peut aller chercher une solution complémentaire sur la gamification. Mais ça ne peut pas fonder seule une décision. Je suis plutôt... On va rentrer dans le consensuel, ça va me saouler. Donc voilà. Non. Trois consensus, il se rate. Mais de toute façon, on arrive à la fin. Donc ça va être comme ça. Non, c'était très intéressant, messieurs. Je pense que c'était bien. Je pense que dans la finalité, on voit bien que ça n'est pas la solution miracle. On est d'accord, hein. Par contre, c'est une solution qui peut être ultra intéressante parce que quand elle a été bien travaillée, j'entends dire quand elle a été bien travaillée, ça peut être une solution ultra intéressante. Et on sait très bien que les mises en situation réelles peuvent être aussi quelque chose qui peut être vraiment ultra game changer parce que justement c'est possible, mais c'est très compliqué à mettre en place. Donc il n'y aura pas de réconciliation entre guillemets à dire on a trouvé le bon moyen, le pas bon moyen et tout. Je pense qu'on a exploré des pistes qui étaient assez intéressantes. Je pense qu'on a été assez creusé. J'espère que ça aura plu en tous les cas aux gens qui nous ont écoutés. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous voulez en savoir plus, déjà vous pouvez contacter Arnaud sur LinkedIn ou autre sans aucun problème. On vous mettra les liens en commentaire. Vous pouvez aller voir Yuzu, la plateforme que Maxime présentait aujourd'hui, qui est une plateforme qui a été super bien travaillée, qui a été super bien pensée pour le côté gamification. Et si vous avez des questions, vous pouvez lui poser. En tous les cas, posez-nous aussi également vos questions en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, en tous les cas, c'était cool. Bon, vous n'êtes pas trop tapé dessus, mais vous avez été bon quand même, messieurs. Ça a été ? Il faut être deux. On a été dans la retenue. Ouais, c'était pas vrai. Je trouve qu'on a été creusé le sujet rapidement. Ouais, c'était très bien. Très bien, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.